Cette vidéo est la deuxième partie de ma vidéo sur les fangames Danganronpa. Pour autant, cette vidéo peut être regardée indépendamment de la première partie. Si je dois faire une troisième partie, ou que j'ai fait une troisième partie, elle sera également indépendante de celle-ci. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des théories sur 4 autres fangames. Pour rappel, un fangame Danganronpa, c'est un jeu qui se place dans l'univers de Danganronpa ou qui en reprend les codes, ou à minima les grandes lignes, pour développer leur propre univers ou leur propre arc narratif autour du canon original. Et il y a beaucoup de projets de fangame en cours. Dans la partie précédente, je vous avais parlé de Danganronpa 4K, de Danganronpa Dead End, de Danganronpa Kill Cure, et enfin de Danganronpa Heartless DC. Mais il y en a plein d'autres. Disper Time, Weeping Rebellion, Eden's Garden, F-Shattered Hope, Hush Whispers, Lapse, Another, Disper Paradise, et j'en passe beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Et on en parle vraiment trop peu à mon goût. Enfin, dans le sens où je trouve que c'est assez niche. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos sur ce sujet précisément. D'ailleurs, c'est pas le seul contenu qu'il y aura sur Danganronpa, vous inquiétez pas, je vous lâche pas. Si vous souhaitez soutenir ou contribuer à certains projets peut-être, hein, vous avez les liens en description, mais rappelez-vous que c'est en anglais. Pour la plupart. Après, si vous avez vous-même un projet de fangame déjà entamé, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Également, je tiens à rappeler que si vous aimez cette série de vidéos et que vous voulez que je parle d'autres fangames Danganronpa, ou mieux que je fasse une vidéo dédiée à un fangame précis, n'hésitez pas déjà à vous abonner, à laisser un like sur cette vidéo, mais surtout à me le dire en commentaire. Plus il y a d'engouement sur ces vidéos sur les fangames Danganronpa, plus moi ça me motive derrière pour vous faire du contenu justement sur ce sujet. D'ailleurs, je joue aussi à certains fangames en live sur Twitch. Vous retrouverez le lien dans la description. À présent, pour ce 101ème Theory Time, je vous propose une deuxième virée dans l'univers très particulier des fangames Danganronpa. C'est parti. Danganronpa. Puisqu'il est en cours de diffusion, on va commencer par celui-ci. Danganronpa F-Shattered Hope. Danganronpa F-Shattered Hope, c'est un projet de web-série autour de l'univers de Danganronpa, créé et écrit par Crosspaw Games et Morai Teru. Le projet existe depuis 2018 et actuellement 8 épisodes sont disponibles, plus les Free Time Events, et actuellement on est qu'au milieu du chapitre 1. On dirait pas comme ça, mais ça représente déjà presque 8 heures de contenu, qui sont prêtes à être regardées et qui, croyez-moi, en valent 100 fois le détour. Actuellement, l'équipe de Shattered Hope Studio rassemble tout ce qui est nécessaire à la création de l'entièreté de leur web-série. De ce qui a été dit, ils sont bien avancés, et j'espère qu'ils reprendront très tôt la publication d'épisodes, mais je ne manquerai pas à titre personnel de me tenir au courant, et si vous voulez vous tenir au courant, vous avez évidemment tous les liens en description. On va passer à la présentation du cast, mais il y a 3 problèmes avec ce dernier. Déjà, on sait qui est mort au chapitre 1, même si à titre personnel je l'ai dans mon script, je garderai cette information sous silence. 2. En vous présentant le cast, je vais devoir vous spoil certaines choses. Donc retenez bien que même si vous n'avez pas tous les points de l'intrigue à la fin de cette partie, vous en saurez plus que quelqu'un qui découvre ce fangame dès lui-même. 3, et c'est du spoil, on ne connaît pas le nom des personnages. Ces derniers ont été remplacés par des noms de code. Et ces noms ont sûrement, pour ne pas dire ont, une signification très importante. On va commencer par le protagoniste, Enigma, ultime point d'interrogation. Cancel, ultime divinatrice. Yaxi, ultime boxeur. Grisp, ultime survivaliste. Cross, ultime entrepreneur. Et déjà on a un doublon avec un autre fangame. Scarlett, ultime toxicologue. Morai Teru, ultime artiste d'effets spéciaux. Pocket, ultime joueur de baseball. Korza, ultime game designer. Rock, ultime géologue. Rox, ultime journaliste. Twin, ultime comédien de doublage. Rissy, ultime dentiste. Et Anon. Ce qui fait un joli total de 14 participants. C'est pas un nombre normal, pourtant, on peut y trouver une forme d'explication dans le chapitre 1. Et oui, je n'ai pas dit le talent d'Anon, c'est parce que rien n'est affiché dans son handbook. Alors pourquoi 14 participants? J'ai bien dit 14 participants et pas 14 personnes. Parce que des personnes dans cette école, sans compter évidemment Monokuma, bah il n'y en a pas 14. Dans le chapitre 1, avant l'arrivée d'un personnage dont je tairai le nom parce que là c'est vraiment du spoil, on découvre derrière cette porte le corps de 2 personnes. Et je pense que ces 2 personnes devaient initialement aussi participer au Killing Game. Pourquoi ça? Vous avez peut-être trouvé ça étonnant, mais je trouve qu'on fait pas suffisamment attention à l'un des codes les plus importants des jeux Danganronpa. La parité. Dans chaque jeu principal Danganronpa, le cast complet est toujours composé de 8 filles et de 8 garçons. Même avec Danganronpa 1, n'oubliez pas de compter Mukuro et Kusaba. Danganronpa 2 et Danganronpa V3, c'est la même chose. La seule exception qu'on pourrait trouver à cette règle, c'est dans Danganronpa 3 The End of Kibogami no Gakuen Mirai N. Mais ça, c'est un animé. Et c'est un aspect qui est en fait tellement ancré dans le canon des jeux Danganronpa que tous les fangames que je vous ai présentés et que je vais vous présenter dans cette vidéo suivent cette règle, sauf Eden's Garden, évidemment. Sauf si Tozu est en réalité une meuf, et dans ce cas-là, bah, y aurait une certaine forme de parité. Même pour Heartless DC, on arrive à un compte égal si on compte absolument tous les personnages, dont Ko et Hanako. Ici, pour cette série, on a 8 garçons
pour 6 filles, ce qui fait qu'il en manque 2. 2 comme les 2 corps des 2 meufs retrouvées derrière la porte. Pour autant, plusieurs choses ne collent pas. Déjà, quand on regarde les chambres, il y a bien 14 portes et pas 16. Donc, 2 possibilités pour pallier à ce point. Soit on considère que la porte a été cachée par les instigateurs du jeu, ce qui n'est pas impossible en soi, qui expliquerait aussi une telle différence de répartition entre les chambres vu l'espace disponible entre les portes. Soit on considère qu'elle n'existe pas, et de mon point de vue, c'est même encore plus intéressant. Je vois une grosse possibilité dans le cas où justement elle n'existe pas, mais pour cette théorie, on restera tout de même sur la première option étant donné que j'ai vraiment rien pour appuyer mon point. Puis ça reste actuellement la façon la plus simple de vous expliquer cette théorie. Si jamais ces 2 pièces n'existent pas, on peut considérer que ces 2 filles sont en réalité des participantes du Killing Game précédent s'il y en a eu un. Et qu'un peu à la V3, elles devaient initialement y reparticiper. Jusqu'à ce qu'elles soient éliminées, tout simplement parce qu'elles auraient représenté une gêne. Le fait qu'elles représentent une gêne, sachez-le, c'est canon, on le sait, mais je ne vous dirai pas pourquoi. Mais vous comprenez maintenant pourquoi je veux rester sur la première option. Et si on reste sur la première option, justement, il faut rappeler les conditions du premier Sacrifice Game. Dans le prologue, le Sacrifice Game fonctionne comme ceci. Sur une feuille de papier, un participant a le choix de marquer ce qui lui est le plus cher. S'il le fait, le participant garantit d'être en sécurité, mais ce qui lui est le plus cher disparaîtra. A l'inverse, s'il n'écrit rien, sa sécurité à lui n'est pas garantie, mais la sécurité de ce qu'il a de plus cher, si. Mentir et essayer d'écrire quelque chose d'autre que ce qu'on a de plus cher sera détecté et puni. De fait, si on considère que ces 2 personnes, avant de mourir, ont bel et bien participé elles aussi à ce jeu, pour expliquer leur mort, je ne vois que 2 solutions. Soit le truc complètement con, chacune d'elles a écrit que la chose qui leur était la plus chère était l'autre, ce qui d'ailleurs aurait pu résulter en un tout autre résultat, ou les 2 ont choisi de mentir, et par conséquent, elles auraient été exécutées. Non pas parce qu'elles ne sont pas capables de prendre des décisions, mais parce que cela va à l'encontre de ce que le mastermind a défini. Encore une fois, ce n'est qu'une idée plus qu'une théorie, et je pense qu'il y a encore grandement besoin de pouvoir approfondir ce sujet. Néanmoins, ça permet quand même des ouvertures intéressantes, comme par exemple ce qu'a fait Addon durant ce jeu. Ou est-ce que ceux qui survivront à Danganronpa F Shattered Hope sont ceux qui à la base ont choisi d'écrire ce qui leur était le plus cher? Ou encore, est-ce que pour certaines personnes, dont les souvenirs leur rappellent la perte de certains de leurs proches, ne sont pas en réalité des mensonges, pour les pousser, justement, vers ce choix? Et bien tout ça, on ne le saura que lorsqu'on aura la suite de Danganronpa F Shattered Hope. Et croyez-moi, je ne manquerai pas de vous en parler. En attendant, je tiens quand même à dire un truc, même si à la base, j'étais très sceptique au début sur le fait que j'allais accrocher à F Shattered Hope, j'ai surkiffé, mais j'ai vraiment surkiffé. Comme pour chaque fangame, vous avez tous les liens en description pour le découvrir, et également soutenir les créatrices. Et je vous invite beaucoup à le faire, vu la qualité et le taf qui a été mis sur Danganronpa F. Ça se ressent vraiment dans le visionnage que, même si au début c'était un peu compliqué, depuis il y a une certaine maîtrise de ce qu'ils font et surtout une envie de nous en mettre plein les yeux. Passons maintenant au deuxième fangame de cette vidéo, que vous avez été nombreux à me demander. Je vous propose de continuer cette vidéo en parlant de Danganronpa Weeping Rebellion, qui est un fangame français. Pour rappel, on a joué ensemble à ce fangame sur ma chaîne Twitch. Danganronpa Weeping Rebellion, c'est un projet de fangame réalisé sous RPG Maker, à l'instar justement du très connu Danganronpa Another. Ce projet est fait à l'initiative de Cobalt et est disponible, encore une fois, je le rappelle, en français. Weeping Rebellion aujourd'hui il est quand même bien avancé. Vous avez à disposition dans la description un lien de téléchargement du prologue et du chapitre 1, ou si j'ai la foi, vous pourrez bientôt regarder mes rediffusions de live dessus. Par contre c'est con parce qu'il n'y aura pas le chat, faut vraiment que je finisse mon overlay. Ah oui, j'y pense, je suis en live tous les lundis soirs jusqu'au 26 décembre sur twitch.tv/huntershy à partir de 20h30. On jouera ensemble à d'autres fangames, mais aussi à la suite de Danganronpa Weeping Rebellion lorsqu'elle sortira. Pour ce qui est du cast, il est cette fois-ci au nombre normal de 16. Et il respecte même cette fameuse parité dont je vous ai parlé précédemment. On va commencer avec le protagoniste, Herschel Closmo, policier ultime, Anatolia Andolina, doubles ultime, Arkadian Nichols, danseur de K-pop ultime, Areriomen, illusionniste ultime, Cobalt Dice, self-insert ultime, génie des jeux ultime, Hiroshi Okino, designer ultime, Junko Mikado, comédienne ultime, Kazo Saito, journaliste ultime, Lami Kuko, archéologue ultime, Leika Ginga, astrologue ultime, Lucien Descombes, chasseur ultime, Mitsu Yurei, exorciste ultime, et c'est le pire personnage du jeu. Et je dis absolument pas ça pour faire chier ma pote qui la double, mais c'est totalement le cas. Scarlett Vesivus, casse-couille ultime. Non, j'en ai rien à foutre qu'elle soit aviatrice, ce sera la casse-couille ultime pour toute cette vidéo. Shiraka Yukina, skieuse ultime. Tsubaisha, chirurgien ultime. Et enfin Viridian Okiku, fleuriste ultime. L'idée pour Danganronpa Weeping Rebellion, ça va être d'essayer de démêler, de voir qui pourrait être le mastermind, en étudiant plusieurs personnages par ordre de cécitude. Alors, je vous avoue que là, pour le coup, je le fais totalement à l'instant. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout de même beaucoup de choses à dire. Tout du moins, sachez-le, il y aura du spoil sur l'ensemble de ce qui est disponible pour Danganronpa Weeping Rebellion dans la suite de cette partie. Pour que vous puissiez découvrir vous-même Danganronpa Weeping Rebellion et au moins savoir ce que j'en pense, je vais vous parler en premier, sans spoil sur Weeping Rebellion,
de qui, selon moi, est le plus suspect actuellement. Pour moi, le mastermind, si on considère qu'il est présent dans le cast, et qu'on n'est pas sur un joli coup de pute à base de 17e personnage, le rôle de mastermind, actuellement de ce qu'on a, pointerait vers Cobalt Dice. Déjà parce qu'à un moment faut arrêter les conneries, c'est un self-insert. C'est comme si genre demain je faisais un projet de fangame et j'y mettais un de mes OC, mais plus sérieusement c'est à cause de 3 points. Déjà le plus important, son talent ultime. Ça reste le génie des jeux ultimes, sachant que le killing game en est un. Il est aussi le seul du groupe à être complètement amnésique. Contrairement aux autres, il ne se souvient de rien. Mais surtout, et c'est à partir de ce moment-là que je vais commencer à très sérieusement spoiler Weeping Rebellion, dans le premier procès, Cobalt a été accusé, tout du moins accusé à tort. Sauf que, et c'est un truc qui me reste un peu en travers de la gorge, vous vous rappelez que Junko Enoshima et Tsumugi Shirogane ont toutes les deux été défendus d'une manière plus ou moins similaire dans le chapitre 1 ? Junko en ayant tué Mukuro, sa doublure, par conséquent faisant croire à tout le monde qu'elle était morte, et Tsumugi en étant la plus susceptible d'avoir commis le meurtre de Rentaro, et par conséquent d'être le mastermind, mais sauvé par le Cospox. Pour rappel, j'ai fait une théorie spécifiquement sur ça dans mon 90e Theory Time sur la licence Danganronpa. Et dans Danganronpa 2, le mastermind étant Izuru Kamakura, c'est déjà plus complexe de défendre ou d'accuser un personnage qui n'existe pas, enfin tout du moins qui n'existe pas dans l'état actuel d'Hajime. Pour autant, le fait que Cobalt ait été blâmé, que Monorisu précise bien qu'il ne ment jamais, et surtout qu'il ait fourni au tueur l'arme de Cobalt, totalement par hasard, ça me semble assez gros. Mais n'excluons pas du tout le fait que Cobalt ait pu faire exprès de faire en sorte que plein de petits indices pointeraient vers la culpabilité de Cobalt Dice. Ouais, alors là par contre ça devient quand même vachement complexe. Pour simplifier, si j'ai besoin de reparler de Cobalt Dice, je dirais Bobby. Ça c'est pour le point spécifique sur Bobby. Maintenant ce que je vous propose de faire, tout en gardant un œil sur Bobby qui est le plus suspect, c'est d'essayer de faire du tri. Réduire la liste de potentiels suspects si je puis dire. Je pense qu'on peut déjà exclure Herschel et Anatolia, les deux étant la victime et la tueuse du chapitre 1. Et rien de particulier ne pointe sur le fait que l'un des deux serait le mastermind. Par contre, avant de continuer, puisque ça va être important, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur le mobile du crime d'Anatolia. Je rappelle que Monorisu a essayé de les motiver en leur faisant passer un petit appel téléphonique. Et qu'au téléphone, Anatolia a entendu la Mahama lui dire de tuer. Herschel, lui, a juste entendu la scène qui l'a traumatisé. Même si on n'a aucune preuve que ce soit le cas pour tout le monde, essayons de partir de l'un de ces préceptes pour nous aider. Pourquoi chaque personnage aurait pu être envoyé ici? Et si leur cas est similaire à Anatolia, quelle épreuve on pourrait chercher à leur faire passer? Peut-être justement que ça peut nous guider sur une autre piste. Pour commencer à exclure des gens, on va commencer avec Scarlett. Pour moi, si on part de ce postulat, c'est la moins suspecte. On le sait quand on fait son premier Free Time Event, merci les gens du live pour les travaux, de par son talent ultime et de l'expérience qu'elle a eue grâce à son talent ultime, elle sait qu'elle ne doit pas s'attacher. Et justement, selon moi, si le scénario amène Scarlett à changer d'attitude, c'est qu'elle n'aura pas réussi l'épreuve. Et par conséquent, qu'elle se fera tuer. Mais ce n'est pas le mastermind pour moi. Mitsu est assez similaire. Quand on sait que son talent pour sociabiliser est, comme qui dirait, négatif, il est fort à parier que l'épreuve que quelqu'un ait voulu lui faire passer viennent de là. Sauf que je retiens tout de même son petit meltdown à la fin du chapitre 1. C'est disons un peu particulier de sa part d'avoir compris que Herschel était bel et bien mort à la fin du chapitre 1, mais je n'ai pas plus d'éléments pour la suspecter, pour l'instant. Ensuite, si on part sur Viridian, sa surdité en fait une cible de choix. Sauf si sa surdité est un mensonge pour cacher sa nature de mastermind. C'est gros, mais ça a déjà été fait dans la licence Danganronpa. Même si ce n'est pas dans un jeu principal, ça a été fait dans Danganronpa Another Episode Ultra Disper Girls. Pour rappel, Monaka Toa peut marcher. Ensuite, j'aimerais qu'on parle 2 secondes de Kazo. Ah oui, depuis le plot twist avec Herschel, je ne croirais plus rien sur parole qui vient de ce fangame. Plus parano que moi, vous connaissez pas. Même si c'est le personnage qu'on incarne désormais, c'est pas dit que ce sera toujours le cas à la fin du 2e chapitre. Et surtout, Kazo, à la question précédente, on peut y trouver une réponse. C'est à peu près la même que Mitsu, Kazo est nul pour se faire des potes. Et est-ce que, justement, l'épreuve qu'on essaye de lui faire passer là, n'est pas la perte directe des seules personnes en qui il aurait pu tenter d'accorder sa confiance? Et pour ce qui concerne Arcadian, Harry, Cobalt, Hiroshi, Junko, Lamy, Eika, Lucien, Shiraka et Suba, et je vous avouerai que là je sèche. Pour autant, comme à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne me suis pas intéressé aux Free Time Events, j'ai dû laisser passer quelques infos justement pour les personnages que je n'ai pas vus. Mais on en reparlera très probablement dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Comme pour chaque fangame, vous avez tous les liens en description pour le découvrir et pour soutenir les créatrices. Mais là, vous n'avez vraiment aucune excuse pour ne pas aller le découvrir. Je vous rappelle qu'il est complètement en français. Qui plus est, il y a un chapitre complet qui est disponible, et le deuxième, j'espère, arrivera dans pas trop longtemps. Passons maintenant au 3e fangame de cette vidéo. Danganronpa Hushed Whispers, encore un que je surveillais du coin de l'œil. Je dis ça notamment parce que le prologue est sorti depuis octobre 2020 et que ça annonçait déjà quelque chose d'extrêmement qualitatif. Hushed Whispers, c'est un projet de fan-série dirigé par Tunnelberg et Kiss from the Shadow. Le projet est lancé depuis 2 ans, mais j'ai le regret de vous annoncer qu'il a été arrêté. Tout du moins, j'espère qu'il sera repris un jour.
Pour autant, moi ça m'empêchera pas aujourd'hui de vous le présenter et de vous faire une théorie dessus. Personnellement, je veux partir du principe qu'un projet aussi bien lancé ne peut que repartir à un moment ou à un autre. Donc autant vous en parler quand même. Ici, le cast est assez cohérent, mais une partie du cast sera le sujet de ma théorie. On va commencer avec le protagoniste, Isoa Suzuki, ultime journaliste. Ça fait le 3e en une vidéo là. Masu Tachibana, ultime pâtissière. Suguru Nerima, ultime potier. Sakura Takahashi, ultime fleuriste. Encore une autre. Hachi Itori ou Bibi, ultime clown. Aiko Hiromi, ultime modèle de maillot de bain. D'accord. Eita Ito, ultime professeur. Antei Yamai, ultime cavalier. Go Rika, ultime pompier. Sachiko, ultime exorciste. Non mais sérieux, là, mais vous êtes consulté ou ça se passe comment? Io Furi, ultime investigateur du paranormal. Uta Oshi, ultime chanteuse d'opéra. Momo Chisa, ultime vétérinaire. Eiju Abe, ultime garde forestier. Tanji Han, ultime pilote de dragster. Et enfin, Rin Ide, ultime pirate. Le cast, toujours moins barré que celui de Kill Cure, et tout de même intéressant puisque justement, contrairement à Kill Cure, on parle pas ici d'anciens ultimes. Sauf que pour une bonne partie de leur talent ultime, leur mise en pratique serait totalement incohérente. Je m'explique. Si on prend le canon de Danganronpa, on sait que le statut d'Ultimate ou de SHSL n'est donné à une personne qu'à l'entrée de la Hope's Academy. Et c'est également un titre qui leur sera retiré à leur diplôme. Titre qui deviendra donc celui de Former Ultimate, ou Former Super High School Level. De facto, bien que je puisse théoriquement concevoir l'existence d'un ultime professeur, il serait étonnant qu'un élève soit également un professeur dans le cadre de la Hope's Academy. Sans parler d'ailleurs de la non-logique même de ce titre. Même ultime collectionneuse de coupons de réduction, c'était plus cohérent. Et me sortez pas qu'il est étudiant ce type, hein. Moi, à sa gueule, j'ai envie de lui donner mon CV, lui demander s'il recrute. Et il est là le point que je veux aborder. Comment va s'expliquer cette incohérence, précisément? Pour cela, il y a plusieurs possibilités qui me viennent en tête. Mais je vais m'arrêter sur 2 possibilités, toutes les deux très intéressantes. La plus évidente, c'est que Eita Ito serait le mastermind. Déjà, on sait que Hushed Whisper se passe dans un campement. Voyez-y donc une sortie. Un voyage qui, par conséquent, est encadré par un professeur. Là où, justement, Eita Ito se fait remarquer par son talent. Mais c'est très gros. Trop gros. C'est assez intéressant de poser ce soupçon sur Eita Ito puisque c'est assez facile. Néanmoins, c'est beaucoup trop tôt pour essayer de déterminer qui pourrait être le mastermind. Maintenant, la deuxième possibilité, ce serait le fait que Hushed Whisper ne se passe pas dans l'univers de Danganronpa. Et si c'est le cas, ça peut poser plusieurs problèmes. S'il ne se passe pas dans l'univers de Danganronpa, ça veut dire à minima que la Hope's Academy n'existe pas. Ce qui raye totalement le problème de titre, mais pas le problème de cohérence. Sans la Kibogami Dekakuen, pas d'événement le plus tragique de l'histoire humaine. Donc, aucune nécessité d'amener un Killing Game. En se basant sur l'univers de Danganronpa, on peut aisément partir du postulat que les Killing Games sont organisés par des gens atteints par le désespoir porté par Junko Enoshima. Ce qui permet justement d'appuyer l'existence de ces derniers. Mais même si je ne l'ai mentionné dans aucune autre théorie jusqu'ici, il est toujours bon, je pense, de se demander pourquoi un Killing Game a lieu sans l'existence de la Hope's Academy et quel est le but à terme. Si la Hope's n'existe pas dans Hushed Whisper, il va sans dire qu'il y aura besoin d'une explication bien plus solide que pour énormément d'autres fangames. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas pour Weeping Rebellion, mais ce n'est pas le sujet ici. Maintenant, pour ne pas finir cette théorie avec plus de questions que de réponses, je pense que l'utilité de ce Killing Game pour le Mastermind est en réalité donnée dès le début du prologue. Avez-vous déjà pensé que quelqu'un que vous connaissiez vous cachait quelque chose? Pas quelque chose de physique, mais quelque chose qu'ils ne seront jamais capables de vous dire. Même pas dans 1 million d'années. Tout le monde a quelque chose à cacher. Et je suis ici pour découvrir de quoi il s'agit. La citation est tronquée. Je l'ai tronquée exprès pour la commenter, avant d'ajouter une touche finale à mon idée. Je porte beaucoup d'intérêt à cette citation, parce que selon moi déjà ça peut amener pas mal de choses, dans une direction bien différente de ce qu'on a vu dans tous les Danganronpa, mais ça c'est uniquement si les théories que je vais vous exposer s'avèrent vraies. Cette citation est dite par quelqu'un obsédé par la découverte du petit secret des autres, de ce que ces derniers cachent. Aux Antilles on appellerait ça un maquerelle, mais c'est pas le sujet. Si on reprend ce cast, le seul personnage qui pourrait avoir à ce point envie de découvrir les petits secrets des autres, sans que ça paraisse si étrange que ça, c'est Isoa Suzuki, ultime journaliste et protagoniste. C'est là où je vais justement compléter ma citation de tout à l'heure. Je reste éveillé la nuit, laissant ses pensées tourner en boucle dans ma tête. Ce qui, bizarrement, colle bien avec ce que la mère d'Isoa dit au tout début du prologue, mentionnant le fait qu'il soit resté éveillé toute la nuit sur internet. Pour moi, c'est bien Isoa qui parle, tout du moins qui pense au tout début du prologue. Mais j'irai même plus loin avec cette idée. Et si Isoa était en réalité le mastermind de Danganronpa Hushed Whispers? Après tout, c'est tout de même quelqu'un qui connaît une partie du cast de loin via leurs exploits, comme Masu Tachibana ou Aiko Hiromi par exemple. Pour aller encore plus loin, dans le cas où Isoa serait le mastermind, serait-ce, à l'instar de Danganronpa V3, une manière de briser le 4e mur, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Danganronpa V3 a brisé la limite entre les fans de Danganronpa, qui souhaitent encore plus de Killing Game, et les conséquences que cela a, car à vouloir toujours plus de Killing Game, vouloir toujours plus s'éloigner de la réalité via ces derniers, il aura fallu faire en sorte d'annihiler l'existence de certaines personnes, de vraies personnes,
par pur égoïsme. Je résume évidemment très simplement, mais le message de V3 est un peu plus compliqué que ça. Mais si Isoa est justement le mastermind, et que nous jouons le mastermind, ces pensées d'Isoa, au début du prologue, seraient-elles en réalité les nôtres? Et si vous vous dites que c'est trop farfelu, que c'est con de vouloir briser le quatrième mur en nous y intégrant de par la vision du mastermind, eh bien dites-vous qu'avec V3 justement, on assistait à des killing games. Aujourd'hui, avec les fangames, on les organise. Comme pour chaque fangame, vous avez tous les liens en description pour le découvrir. Et évidemment, soutenir les créatrices. Même si ce fangame est en pause et possiblement abandonné, si jamais il doit reprendre un jour, j'espère qu'à ce moment-là, il aura tout votre soutien. Passons maintenant au quatrième et dernier fangame de cette vidéo. Et croyez-moi, j'avais vraiment hâte de vous en parler. Project Eden's Garden. C'est vraiment le fangame qu'aujourd'hui j'attends au tournant avec Heartless Deceit. Selon moi, et je vous donne mon avis, c'est Eden's Garden qui va placer la barre minimale de ce qu'on attend d'un fangame en termes de qualité. Et il a surtout tellement, mais tellement de différences avec justement le reste des fangames. Déjà parce que c'est un jeu inspiré de Danganronpa, plus qu'un fangame à part entière. Dans le sens où l'équipe qui travaillait dessus a voulu détacher ce dernier de la construction classique d'un Danganronpa. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est ce fangame qui m'a donné envie de vous faire des vidéos sur les fangames Danganronpa. Initialement, je voulais vous faire une grosse vidéo bien longue, mais finalement, on en fera plein de moyennement longues, ce sera mieux. Pour vous présenter Project Eden's Garden, c'est à la base un jeu qui est sorti de terre d'un coup en 2020, avec quand même des assets extrêmement propres et un trailer monté par un professionnel dès le début. Bobby Lusk, le directeur de l'époque, avait vraiment réussi à démontrer selon moi ce que pouvait être ce projet. Mais ce n'est plus lui qui dirige ce projet aujourd'hui. Il s'est désisté à cause d'histoires sur lesquelles je ne reviendrai pas. L'équipe d'Eden's Garden a suffisamment communiqué là-dessus. Mais aujourd'hui, le projet est co-dirigé par Tako Omari et Juveidi. Dans tous les cas, comme pour tous les fangames, vous retrouverez leur crédit complet pour chacun d'eux sur leur serveur Discord, dans leur description de vidéo, dans leur description de chaîne, ou encore même dans les fichiers du jeu. Important à savoir, le prologue d'Eden's Garden sort ce mois-ci, vendredi 16 décembre à 1h du matin, heure française. Et on le fera ensemble samedi 17 à 19h sur twitch.tv/hunterschrei. Vous avez un lien en description, croyez-moi, vous voulez pas rater ça. Côté cast, il est assez particulier, surtout quand on va arriver sur les organisateurs du Killing Game. Pour commencer, le protagoniste, Damon Maitsu, ultime débatteur. Une raison de faire un crossover avec Heartless Deceit. Eva Tsunaka, ultime menteuse. Ouais non, en vrai, faites un effort quand même les gars là, non? Desmond Hall, ultime tireur d'élite. Eloise Tollner, ultime escrimeuse. Toshiko Kayura, ultime matchmaker. Wenona, ultime entrepreneur. Encore une. Ulysse Willem, ultime historien. Et deux raisons de faire un crossover avec Heartless Deceit. Mark Besky ou Mayhem, ultime producteur de musique. Diana Venicia, ultime esthéticienne. Wolfgang Akire, ultime Rantaro, pardon, ultime avocat. Kai Monteago, ultime influenceur. Jed Dawson, ultime pilote de dragster. Non mais sérieusement, vraiment. Ingrid Grimwall, ultime forgeron. C'est lui qui a fait la rapière dans Weeping Rebellion, vous pensez? Grace Madison, ultime golfeuse. Jean Delamer, je sais pas si une partie du staff est français, même francophone, ou genre connaît quelques mots en français. Mais déjà, c'est nul comme blague. Surtout qu'en plus, c'est l'ultime capitaine, hein, mais bon, ça, c'était pas très compliqué à deviner. Mais il y a juste un autre problème. Son nom est trop proche de Jean de la merde. Je dis ça, je dis rien. Et enfin, Cassidy Ember, ultime pro gamer. Pour ce qui est des organisateuristes du Killing Game, nous avons Tozu, l'organisateur du Killing Game, et Mara, l'exécutante. Maintenant, sachez-le, il y a plein de points dont j'aimerais parler pour Eden's Garden. Autant que pour Heartless Deceit. Mais pour l'instant, je préfère essayer de m'abstenir le plus possible. Mais si vous voulez une vidéo dédiée à Eden's Garden et à Heartless Deceit, puisque je parlerai forcément des deux, donc ce sera forcément soit une vidéo sur les deux, soit une vidéo à part, mais pour chacun des deux, manifestez-vous en commentaire. Aussi, et spécialement pour ce fangame, j'ai pris grand soin de ne pas me faire influencer. De ne pas regarder ni de vidéos d'analyse, ni de vidéos théorie à ce sujet, ni d'interviews, rien. Au passage, faut le savoir, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai même pas encore regardé le trailer du prologue. Vraiment, c'était pour moi et une envie particulière pour ce fangame, vu ce qu'il propose, et un défi personnel d'essayer de trouver des petits points en grattant un petit peu tout ce que je peux trouver sans regarder quoi que ce soit. Eden's Garden, comme je vous l'ai dit, se détache très fortement du lore de Danganronpa. Comprenez par là que même s'il garde l'aspect Killing Game, le Mastermind, ce ne sera pas Junko Enoshima 89 bis. En fait, voyez Eden's Garden un peu comme Kill Cure. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo précédente comme pouvant se placer à la suite
de V3 en gardant le canon initial. Ici ça pourrait être la même chose mais on va dire plus du côté du c'est juste un jeu de la force. Auquel cas si on considère que Danganronpa c'était juste un jeu, l'idée justement d'un jeu de la mort aurait pu inspirer des gens pour en faire un. Pour autant la FAQ du projet Eden's Garden mentionne bien ceci. Néanmoins à l'inverse des autres projets inspirés par la série, Project Eden's Garden possédera une toute nouvelle histoire avec des personnages, des éléments narratifs différents et de nouvelles mécaniques de jeu. Les sujets clés de Danganronpa comme Monokuma, Love's Peak Academy, Junko Enoshima seront absents et à leur place, un tout nouveau monde créé pour l'histoire de ce jeu. Ce qui encore une fois n'exclut pas ce principe, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas Monokuma, Junko Enoshima, l'ultime désespoir, peut-être que dans le canon d'Eden's Garden, Danganronpa est un jeu vidéo. Mais je pense pas que Project Eden's Garden va s'appuyer sur la fin de Danganronpa V3, vu comment leur communication est axée sur le fait qu'ils veulent se détacher du canon, mais ça peut toujours servir pour appuyer quelque chose. La raison principale d'un killing game dans Danganronpa V3, c'est l'entertainment. L'amusement que vous ressentez, que je ressens, que l'on ressent tous lorsqu'on suit un killing game. Et le fait que vous regardiez cette vidéo et que je la fasse prouve qu'on est quand même vachement piqué. Si on n'est pas dans un monde où l'explication derrière l'utilité de l'existence d'un killing game est endémique, au besoin d'une partie des gens de se satisfaire de leur vie misérable, en se rappelant, grâce à un killing game, via Danganronpa, que leur vie pourrait être bien plus misérable, on peut considérer qu'il est tout de même au moins nécessaire à l'amusement de son organisateur. Et d'un certain côté, ce que je suis en train de vous décrire, ça se rapproche quand même pas mal du personnage de Tsumugi Shirogane. Sauf que ça correspond pas à Tozu. Non, ça ne peut pas être ça. Même si encore une fois, je pense que Tozu a tout de même un intérêt personnel d'amusement à orchestrer tout ça. Mais maintenant, pour comprendre pourquoi Tozu voudrait organiser tout ça, je vous propose de se baser sur un truc tout con, le nom de ce jeu. Ce jeu s'appelle tout de même Project Eden's Garden. Le jardin d'Éden qui est dans la Bible, c'est l'endroit où Dieu a créé l'espèce humaine via les personnes d'Adam et d'Ève. Vous voyez d'ailleurs comment les noms sont similaires. Damon pour Adam et Eva pour Ève. Et oui, je dis ça aussi parce que Damon et Eva ont une illustration d'eux qui justement est un bon portrait de cet esprit. D'ailleurs, la pomme est aussi une symbolique récurrente. La pomme de la connaissance, qui pour rappel a fait prendre conscience à Ève et Adam de leur nudité. Ève ayant été celle qui s'est laissée tenter par le malin et qui a pris les pommes qu'Adam et elle ont consommées. Et c'est, même si c'est semblable au canon des jeux Danganronpa, un des points sur lesquels Project Eden's Garden devrait beaucoup s'appuyer, à savoir la dualité entre Damon et Eva. Pour continuer, dans la fiche de Tozu, il est dit que le principal Tozu proclame qu'il apportera le salut et la rédemption à tous les étudiants allant à la Eden's Garden Academy. Si ces étudiants doivent recevoir le salut et la rédemption, auraient-ils eux aussi, à l'instar d'Adam et d'Ève, commis un péché, bravé un interdit que Dieu lui-même leur aurait donné? Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden après s'être laissés tenter par le malin. Cette exclusion appliquée à Adam et Ève est-elle comparable à la mort infligée aux élèves ne respectant pas les règles de l'académie ou commettant l'irréparable? Et si la réponse à toutes ces questions est oui, Tozu, le principal de l'académie du jardin d'Éden, celui devant apporter salut et rédemption aux élèves, celui devant apporter le salut et la rédemption aux pécheurs, serait-il l'allégorie d'un prophète? Pire, ne serait-il pas en train de se prendre pour Dieu lui-même? Et là où Adam et Ève seraient dans cette histoire personnifiés en Damon et Eva, quel est leur réel rôle? Dans la fiche de Damon, il est dit « Il n'y a jamais eu l'ombre d'un doute pour Damon qu'il était destiné à devenir l'ultime débatteur. Depuis petit, il débat avec quiconque, essayant de le confronter. » Et vous savez comme moi, de vos expériences dans Danganronpa, que la position de protagoniste dans cette licence passe par le fait de faire accepter de force à nos pères notre vision et notre vérité. Dans la fiche d'Eva, il est dit « Eva a bien fait savoir qu'elle ne comptait mentir à personne. Mais peut-on réellement lui faire confiance ?» Dans Danganronpa V3, la mécanique qui est le mensonge permet au final d'arriver à la vérité. Cette vérité qui selon moi dans ce cas est comparable à la connaissance. Ici, Damon Matsu et Eva Tsunaka seront sûrement les pierres angulaires pour faire basculer Tozu. Et par conséquent, par la connaissance que ces derniers peuvent apporter, ils pourront sauver l'ensemble des élèves du sombre dessein que leur réserve Tozu, le salut et la rédemption. Une mort inévitable. Ou alors, cela peut être justement l'inverse. Étant donné que ces deux personnages sont l'allégorie d'Adam et d'Ève, seront-ils les premières victimes, les premiers punis, les premiers à disparaître? Tout ça, on le découvrira ensemble en jouant à Eden's Garden.
et rappelez-vous, samedi 17, en live à partir de 19h30. J'espère que je vous ai vraiment pas perdu. Je sais que je suis parti quand même assez loin dans cette explication. J'espère au moins qu'elle aura été claire. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai une joie justement de vous réexpliquer, de reformuler pour essayer de vous faire comprendre ce que je veux dire par là. N'empêche, et je vais pas vous mentir, ça m'avait énormément manqué de me creuser autant les ménages sur un autre sujet que Yandere Simulator. À vrai dire, c'est ce que j'aime avec Eden's Garden. J'ai envie de vous parler de plein d'autres petits sujets à propos de ce jeu, parce que je sais pas sur quel pied danser. Tout est en même temps familier de par l'aspect Danganronpa-esque du jeu, mais en même temps si différent que j'ai pas l'assurance que je peux avoir dans mes autres Theory Time sur Yandere Simulator notamment, où je sais que ce que je dis peut être potentiellement faux, mais que c'est loin d'être illogique. En tout cas, je suis quand même très content d'avoir enfin pu vous parler de ce projet qui est Eden's Garden, et comme pour chaque jeu mentionné dans cette vidéo, vous avez les liens en description pour pouvoir soutenir les créateuristes, pour pouvoir soutenir le projet. Et vraiment, je pense sincèrement qu'il va le mériter à 8000% votre soutien, ce projet. Voilà ce qui conclut ce 101ème Theory Time et deuxième Theory Time sur des fangames Danganronpa. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. N'oubliez pas de me le faire savoir en commentaire, en likant la vidéo si vous souhaitez une troisième partie. Pour l'instant, je n'ai rien prévu dans mon planning, mais comme j'adore faire ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me le dire et ça m'encouragera à continuer. Et encore une fois, n'oubliez pas d'aller découvrir tous les fangames que j'ai mentionnés dans cette vidéo, tout est dans la description. Personnellement, je me tiens beaucoup au courant de l'avancée de tous les fangames que j'ai mentionnés dans la vidéo précédente et de tous les fangames que j'ai mentionnés dans cette vidéo. On pourra en reparler ensemble durant mes lives ou encore une fois durant des potentielles vidéos dédiées. Si ça vous intéresse aussi que je consacre du temps à un seul fangame, moi ça me ferait plus que plaisir de le faire. Mais je vous laisse me dire tout ça en commentaire. J'espère que ce 101ème Theory Time vous aura plu. C'était Hunter, merci de m'avoir suivi pendant cette année 2022. On se retrouve en 2023 pour de prochains Theory Time. Ciao.